Nous allons créer la République de l'Azawad. Et c'est bon. D'ailleurs, avant que le Mali ne soit, nous avions une chose qui s'appelait l'Azawad, nous allons la reconstituer. C'est le même chantage. Et on sait que c'est un storytelling qui est rédigé par les puissances impérialistes. Les mêmes qui ont tracé les frontières arbitraires de la colonisation sont celles qui sont derrière la manipulation de ces frontières comme moyen de déstabilisation du continent et de son exploitation. Le récit que vous connaissez au Congo, par lequel M. Kagame et le M23 essaient de se justifier, est une photocopie du récit qu'on a au nord du Mali, du récit qu'on a au nord de la République centrafricaine, du récit qu'on a dans toutes les régions de ce continent, où des gens veulent s'accaparer des territoires par la guerre, par le pillage et le vol. Il y a toujours le récit de « avant, c'était pour nous ». Une mythologie de la frontière extrêmement dangereuse. Je souhaite donc que le Rwanda soit dirigé par des autorités qui vont créer une relation de confiance avec leurs frères et sœurs du Congo. Je souhaite que le Congo soit dirigé par des autorités qui vont comprendre qu'il faut construire une nouvelle géopolitique, une nouvelle géostratégie, une nouvelle géotactique pour émanciper le Congo et imposer sa respectabilité contre ses voisins cupides et voraces. C'est cela que je souhaite. Je suis pour l'intégration africaine. Je suis un défenseur du panafricanisme en ce 21e siècle. Mais j'ai indiqué comment ce panafricanisme que je revendique doit se construire sur des bases populaires, sur des bases consensuelles, dialogales, d'accord, et sur des bases traditionnelles, sur la base de nos valeurs traditionnelles. Ce n'est pas un panafricanisme dicté par l'idéologie occidentale de la démocratie ou des droits de l'homme. Non, c'est notre Mahat, c'est notre Ubuntu, c'est notre compréhension du bien et du mal qui doit orienter et inspirer les institutions que nous devons bâtir. Et nous apprendrons à vivre ensemble d'abord en nous respectant. Il n'y a pas de vivre ensemble qui commence par l'écrasement de l'autre, la soumission de l'autre, le pillage de l'autre, la déshumanisation de l'autre. Il n'y a pas de vivre ensemble entre le pot de fer et le pot de terre. Et voilà ce que je voulais dire pour le Congo. J'espère avoir clairement répondu à la traditionnelle justification qu'on entend dans certains milieux politiques rwandais à propos de ce qui se passe dans l'est du Congo. Votre argument est nul. Il faut et il suffit que le Rwanda revienne entièrement dans ses frontières et que, entre le Rwanda et le Congo, comme avec tous les autres pays de la région des Grands Lacs, une négociation, une montée en confiance, un dialogue politique permettent de créer un espace économique progressivement intégré, mais dans lequel il n'y a pas d'escroquerie, dans lequel il n'y a pas de rapacité, il n'y a pas d'expropriation déguisée en nécessité soi-disant historique. Et voilà le premier sujet. Alors, le deuxième sujet que je vais aborder sera beaucoup plus court. La Fédération de Russie vient de mettre fin à l'accord céréalier qu'elle avait signé, entre autres, avec l'Ukraine et la Turquie, et un certain nombre de grandes puissances internationales, qui permettait d'écouler le blé ukrainien vers le monde. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans? C'est que, en tant qu'intellectuel et analyste politique, je suis choqué par le fait que les grandes puissances occidentales, chaque fois qu'elles veulent demander à la Russie, à l'Ukraine, de laisser circuler le blé, utilisent comme argument que c'est pour l'Afrique, parce que l'Afrique risque de mourir de faim. Je recommence. La raison pour laquelle je vais dire quelque chose là-dessus. J'entends le nom de l'Afrique tous les jours. Chaque fois qu'ils sont en train de discuter du blé ukrainien. Quand le blé ukrainien ne circule pas bien et qu'il ne sort pas correctement par le port d'Odessa, il ne sort pas correctement par la mer Noire, j'entends le nom des Africains. Oh, si vous ne laissez pas passer le blé, l'Afrique va mourir de faim. Oh, d'ailleurs, nous, grande puissance occidentale, c'est pour l'Afrique que nous parlons, hein. Sinon, nous, ça va. Je voudrais répondre à ça. De manière très claire.
je voudrais faire constater au monde entier que l'Afrique vit et peut vivre sans le blé ukrainien. La plupart des Africains ne mangent pas le pain le matin. Je vous mets au défi, hein. Faites une enquête statistique. Le pain de blé, là, il n'est pas mangé par la plupart des Africains le matin. Il est mangé par ceux qui ont les moyens de se l'acheter. Regardez le taux d'appauvrissement du continent. Et essayez de calculer la probabilité que quelqu'un, quand il se lève le matin, aille acheter du pain à la boutique. Combien achètent du pain tous les matins à la boutique? Ce sont les classes moyennes et les classes supérieures. Le pain de blé, là, c'est le luxe des classes moyennes et des classes supérieures. L'Afrique se replie en masse vers les féculents locaux. Les Africains, plus ils sont démunis d'argent, plus ils sont condamnés à manger les produits locaux. Moi, j'étais autrefois dans les terres. D'abord, je prends l'expérience dans ma famille où j'ai grandi. Mes parents ne sont plus de ce monde. Mes parents qui ont fait bâtir une famille très nombreuse, nous étions 11 enfants du même père et de la même mère, ont très vite compris qu'il fallait, tout en continuant le travail d'ouvrier, qui était celui de mon père, il fallait sans cesse cultiver des champs. Il fallait sans cesse cultiver des champs. Il s'ensuit que chez nous, mais ce n'est pas tous les jours qu'on mangeait du pain. Le pain était mangé certains jours exceptionnels, mais la plupart du temps, on mangeait les fruits du champ. On mangeait le manioc frais, découpé en petits dés, que l'on laisse se rafraîchir dans les cours d'eau propres du pays Bassa. On mangeait ça le matin. On mangeait les restes de la veille, le matin. Oui, on mangeait les restes de la veille le matin. On mangeait des beignets de maïs, des beignets faits au maïs. Les beignets faits au maïs, notre maïs, notre farine de maïs. On faisait des beignets avec, on mangeait le matin. On mangeait de la bouillie de manioc. La bouillie de manioc ou de la bouillie de maïs le matin. Oui! Parce que s'il fallait se présenter systématiquement tous les matins à la boutique, avec un billet de 1000 francs, de 5000 pour nourrir une famille de 15 ou 16 personnes, calculez le budget. Ça, je l'ai connu. Je n'ai pas mangé du pain dans ma famille, moi, fils d'ouvrier, fils de ménagère. Je n'ai pas mangé du pain dans ma famille tous les jours. Dans mon enfance africaine. Nos amis côté YouTube ont été attaqués. J'essaye de les relancer. Excusez-moi, nos amis côté YouTube ont été empêchés de suivre la suite. Je vais les récupérer. Je vais les récupérer avant d'avancer. La suite. Ok, hop. Je récupère nos amis avant d'avancer. Parce que le chantage aux céréales, je veux leur dire que ça ne passe pas. Je veux dire aux grandes puissances occidentales qui font du chantage aux céréales en utilisant le nom des Africains que ça ne passe pas. Très bien. Mes chers amis côté YouTube, reconnectez-vous pour que nous finissions ce deuxième petit sujet. L'Afrique, dans son écrasante majorité, l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique des pauvres, l'Afrique des appauvris, elle ne mange pas le pain. Elle n'a pas besoin de blé le matin pour vivre. Elle mange les produits de la terre africaine. Vous pouvez tous ici faire témoignage de ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes issus de la paysannerie, si vous êtes issus de la classe ouvrière, vous pouvez tous témoigner ici qu'une bonne partie de votre enfance, ce n'est pas le pain que vous avez mangé le matin. Et cela continue. Même dans les villes africaines.
Les familles qui n'ont pas d'argent n'achètent pas le pain. Elles se nourrissent des restes alimentaires, eh bien, des réserves alimentaires de la veille. D'accord? Donc, ceux qui se promènent un peu partout en disant que si le blé ukrainien n'arrive pas en Afrique, les Africains vont mourir, ce sont des menteurs. Écrivez ça. Écrivez. Ceux qui se promènent partout en disant que si le blé de l'Ukraine n'arrive pas en Afrique, les Africains vont mourir, sont des menteurs. Ça me rappelle aussi ce qu'on disait quand la Covid-19 avait commencé. On disait que vraiment, déjà qu'en Europe, ça menace tout le monde. Quand ça va arriver en Afrique, les Africains vont disparaître. J'espère que vous avez remarqué que le continent le moins marqué par la Covid-19, c'est l'Afrique. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand vous les écoutiez au départ du lancement de la pandémie, c'est comme si quand ça arrivait en Afrique, il n'y aurait plus d'Africains, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué? L'Afrique a été le continent le moins protégé contre la Covid-19. Mais c'est le continent où il y a eu le moins de morts. Écrivez ça. Donc ils sont là, ils parlent du blé, le blé ukrainien. Si la Russie ne laisse pas passer le blé ukrainien, les Africains vont mourir. Voilà, c'est faux. On ne va pas mourir. On ne va pas mourir. Le blé ukrainien n'est pas la condition de la survie de l'Afrique. Écrivez ça. Écrivez ça. Dites-leur ça sur tous les réseaux sociaux. Dites aux Ukrainiens qu'ils peuvent garder leur blé. Dites à la Russie que même si elle a du blé, qu'elle garde son blé. Les Africains seront vivants. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Nous, Africains, on nous a déportés par centaines de millions, nous sommes vivants. Nous, Africains, on nous a colonisés par milliards, on est vivants. Nous, Africains, on nous a néocolonisés, on est vivants. Et vous pensez que c'est le blé, l'absence de blé, qui va nous faire disparaître? Il faut bien nous regarder là. Maintenant, on se connaît très bien. On commence à bien se connaître nous-mêmes. Voilà, on peut vivre sans votre blé. Il faut que je vous dise ça en bassa. Kena kalabakana, les Afrika gwe bengong. Bijek borba Ukrania. Batera go iboni. Be Afrika. Dile di ning. Ukrania itera. Bijek gwe inyeni. Batera bijek gwe iboni. Afrika inwobe. Arrêtez de mentir sur l'Afrique. Et cela me rappelle celui qu'on a appelé le mendiant de blé, Macky Sall. Macky, tu es où? Africain, on souffre. Macky Sall était président de l'Union africaine. Il s'est levé ici, il a couru. Il s'est précipité à Moscou pour flatter le président Poutine. Donnez-nous le blé, waouh, donnez-nous le blé. Donnez-nous le blé, sinon on va mourir au Sénégal, waouh. Poutine le regarde comme ça. Il dit, mais ce garçon, si est sérieux. Il a traversé, il a couru, il est arrivé à Kiev. Il a trouvé Zelensky. Donnez-nous le blé. Donnez-nous le blé. Donnez-nous le blé, sinon on va mourir. Wow. Donnez-nous le blé. Zelensky le regarde comme ça. Il dit, mais ces gars-là, ils sont terribles quand même. Il a voyagé tout ça là pour venir me demander le blé. Alors qu'ils ont des terres au Sénégal. Ils peuvent cultiver le blé au Sénégal, ils peuvent cultiver le blé au Nigeria, ils peuvent cultiver le blé au Cameroun. J'espère que vous savez qu'on cultive le blé au Cameroun. Le Mali peut cultiver le blé. Toute l'Afrique peut cultiver le blé. L'Afrique est une terre du blé. D'ailleurs, l'expression blé utilisée pour synonyme de l'argent, c'est une invention négro-africaine. J'espère que vous savez que ce sont les Égyptiens, les négro-égyptiens de l'Antiquité qui ont donné au blé le statut de monnaie. La création de la première monnaie africaine se faisait sur la base de la réserve de blé. Une personne venait dans les temples égyptiens, elle déposait sa récolte de blé, on lui donnait des tablettes en échange. C'est comme ça que la première monnaie négro-africaine de cette époque-là a été créée. On déposait des réserves de blé dans les silos qui étaient conservés dans les temples et on recevait des tablettes avec la quantité de blé déposée avec lesquelles on allait. Et on pouvait acheter, on pouvait faire des affaires avec les tablettes de blé. Voilà d'où est restée l'expression le blé pour désigner l'argent. Nous, on connaît le blé avant les Ukrainiens. Pourquoi vous vous moquez de nous comme ça? Pourquoi les élites occidentales aiment se moquer des Africains pour rien?
Vous avez votre palabre en Eurasie. Nous-mêmes, on ne vous a pas demandé de faire la guerre. On ne vous a pas demandé de vous entretuer. On n'est même pas... Vraiment, ce n'est pas nous. Pour une fois. D'ailleurs, la plupart du temps, les guerres occidentales, les Africains les subissent. Ils n'en sont jamais les acteurs, les créateurs. Les Africains les subissent. Bon, vous éclatez une guerre en Eurasie entre l'OTAN et la Russie à travers l'Ukraine. Et après, la Russie bloque le blé ukrainien. Et vous allez là-bas dire de débloquer pour aider les malheureux Africains. Wallah, on ne vous a rien demandé. Si c'est pour nous, gardez le blé là. Si c'est pour nous, gardez tout le blé. Et d'ailleurs, Macky Sall va donc à Moscou demander le blé. Il court à Kiev demander le blé. Il vient à Paris ici, se dédire, prétendre comment il a menacé Poutine à Moscou. Il change de langage. Poutine, Erdogan, Zelensky et les grandes puissances occidentales signent un accord céréalier pour laisser sortir le blé. Mais les Africains n'ont même pas vu 10% du blé qui est sorti d'Ukraine depuis 1 an. Les Africains n'ont pas vu. Ce blé est resté ici, en Occident. On a demandé à Macky Sall, mais Macky, tu es allé nous humilier à Moscou, mendier le blé. Tu es allé nous humilier à Kiev, mendier le blé, Macky. Macky. Tu es venu à Paris nous humilier, dire comment si on ne donne pas le blé, on va crever. Mais finalement, il n'y a même pas 10% de ce blé qui est arrivé en Afrique. Et l'Afrique est vivante. Nous avons tout à fait... On parle de 300 tonnes. À un moment donné, il y a des engrais. La Russie avait laissé sortir 300 tonnes d'engrais qui devaient arriver en Afrique. On ne les a jamais vus. Pourtant, les gens disaient qu'il faut laisser partir parce qu'on va donner ça aux Africains. Africains, Yako, Asia, on souffre. Les gens volent le blé, détournent le blé, et ils disent que c'est pour nous. Alors qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors, les Africains étaient suspendus à ce blé-là, quand Macky Sall faisait son spectacle. Mais comme les Africains n'ont pas vu venir le blé, mais ils se sont débrouillés pour vivre. Les Africains se sont débrouillés pour vivre. Toute cette année est passée, ils n'ont même pas eu 10% du blé promis. Et les Africains sont assis comme ça, ils ont dit, donc en fait, on peut vivre sans ce blé-là. Et les Africains sont vivants. Et pendant que les Africains ne pensaient même plus au blé ukrainien, ça peut rester là-bas, puisque ça n'arrive pas en Afrique, pour l'essentiel. On entend à nouveau le nom de l'Afrique. Oh, la Russie a fermé la Russie a fermé les vannes, la Russie met fin à l'accord céréalier, l'Afrique va crever. C'est faux. On va rien crever dedans. Parce que de toutes les façons, la fois précédente, même quand les vannes étaient ouvertes, on n'a rien vu dedans. D'accord? Donc c'est ce que je voulais dire. Hein. Il ne faut pas que les Africains se laissent impressionner. Nous avons des terres en Afrique. Nous avons des bras en Afrique. Nous avons des cerveaux en Afrique. Et le blé est une céréale maîtrisée par les Africains depuis des millénaires. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui nous ont fait découvrir le blé. C'est une céréale que nous maîtrisons. Nous maîtrisons d'autres céréales. Nous maîtrisons les tubercules. Cultivons saison par saison ce dont nous avons besoin. Et là, l'idée forte par laquelle je veux conclure ce propos, c'est la notion de révolution vivrière. L'Afrique, aujourd'hui, dans le cadre de sa révolution populaire, sa révolution panafricaine, de la révolution traditionnelle africaine du XXIe siècle, l'Afrique doit inscrire comme une urgence la révolution vivrière. On doit réorienter l'essentiel de l'agriculture africaine vers la production des produits vivriers qui vont nourrir le marché intérieur africain. Aujourd'hui, l'Afrique a créé déjà un espace d'échange commercial direct en monnaie africaine qui s'appelle l'espace PAP2S, l'espace PAPS. Il y a déjà 10 pays africains pratiquement qui peuvent acheter et vendre dans leur monnaie nationale respective. C'est dans ce cadre-là que l'on doit financer la révolution vivrière, c'est-à-dire des produits nécessaires à l'alimentation africaine. Ils doivent être prioritaires dans chacun de nos pays. Et nous devons créer des spécialisations régionales de ces produits de telle façon qu'il y ait une compensation.
Parce qu'il y a des régions de l'Afrique où certains produits agricoles pousseront mieux, selon le principe de la théorie des avantages comparatifs, que dans d'autres. Il s'en suivra que l'Afrique importera les produits agricoles qui poussent mieux dans une région vers l'autre et exportera les produits agricoles qui poussent mieux dans cette région vers les autres. La compensation par le marché intérieur avec le système de paiement interbancaire déjà fonctionnel au moment où je vous parle, qui a été mis en place en 2023, le système PAPS. Écrivez ça. Notre problème en Afrique, c'est la révolution vivrière. Ce ne sont pas les saisons de mendicité céréalière. Notre problème en Afrique, c'est la révolution vivrière sur le plan agricole et non pas la mendicité céréalière. Stop à la mendicité céréalière africaine. Stop à l'extranéation, à l'aliénation de l'agriculture africaine. Redonnons 70 à 80% de notre agriculture à la nourriture de notre peuple. L'une des choses qui font la beauté de la France, quand je la traverse en voiture, la France, où je vis depuis 20 ans, c'est que la France n'a jamais oublié, et le jour où comme elle commence à l'oublier, elle va s'effondrer, elle n'a jamais oublié de rester une terre agricole. Est-ce que vous savez de quoi sont faits l'essentiel des paysages de France? Ils sont faits de champs. Je recommence. Champs. C-H-A-M-P-S. L'essentiel des paysages de la France. Dès que vous sortez d'une ville en France, vous commencez à voir des champs. Ils n'ont pas oublié que l'élément élémentaire d'une civilisation, c'est la nourriture. Une civilisation autonome est d'abord une civilisation autosuffisante sur le plan alimentaire. Et vous comprenez le conflit entre la paysannerie française et la bureaucratie européenne. Ceux qui ont visité la France, et vous pouvez appliquer ça à tous les autres pays, dès que vous sortez d'une ville occidentale, vous tombez sur les champs, à perte de vue. Des champs, des champs, des champs. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'en fait, la puissance française était d'abord une puissance agricole. La ville de Rouen où j'habite, c'est d'abord un port céréalier, un port des céréales de la France. C'est une ville qui n'est pas au bord de l'océan Atlantique, mais le fleuve, la Seine, qui coule de Paris, qui passe par Rouen et qui va se jeter à la mer au Havre, ce fleuve-là est navigable. Les bateaux viennent ici depuis des centaines d'années récupérer des sacs remplis de céréales cultivées par les Normands. Quand vous vous promenez en Normandie, si vous allez en Normandie, vous promenez pendant 1 heure sans voir une vache, c'est que vous n'êtes pas en Normandie. Je dis, les vaches sont au bord des villes. D'ailleurs, même, on reconnaît la présence des vaches à leur odeur. Quand vous traversez la campagne française, l'odeur de vache, la bouse de vache, elle vous assaille de partout. Ils ont leurs terres, elles sont cultivées. Ils ont leur viande, ils ont leur lait. Ils ont leurs légumes. D'accord? Donc, en fait, ils peuvent se nourrir eux-mêmes. Ils peuvent se nourrir eux-mêmes. Et c'est l'une des choses qui m'a positivement marqué. La puissance de la paysannerie française. La présence des champs. J'ai grandi au Cameroun. J'ai grandi en Afrique. Et j'ai vu des tas de villes africaines dépourvues de champs. Dépourvues de champs. Obligés d'aller transporter des vivres à 200, 300 km pour nourrir la ville. Et autour de la ville, des terres arables. Des terres arables sous-exploitées, ou sur lesquelles on intensifie le café, le cacao, bref, des choses qu'on ne mange pas. Des choses qui ne nous permettent pas immédiatement d'être autonomes alimentairement. Donc j'insiste là-dessus. Disons sur tous les réseaux sociaux, où on va évoquer le nom de l'Afrique dans les problèmes céréaliers russo-ukrainiens, disons-leur enlever notre nom dedans. À Abidjan, nous, en Afrique, nous on a notre expression, c'est enlever notre nom dedans. Arrêtez de gâter le nom des Africains. Les Africains ne seront plus des mendiants de céréales. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la mendicité céréalière, c'est la révolution vivrière. Écrivez ça.
Deuxième fois, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la mendicité céréalière, c'est la révolution vivrière. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la mendicité céréalière, c'est la révolution vivrière. C'est tout. Et donc, j'ai eu le temps de voir l'Afrique survivre à l'absence des céréales russo-ukrainiennes. Enlevez notre nom dedans. Si vous ne voulez pas que les céréales sortent, c'est votre problème. Parce que quand ça sort, ça ne change rien à notre sort. Quand ça ne sort pas, ça ne change rien à notre sort. L'Afrique sait qu'elle doit appliquer la fameuse leçon du laboureur et ses enfants. Fouiller, bêcher. Ne point laisser un seul recoin où la main ne passe et repasse. Notre avenir, il est dans notre travail. Enlevez notre nom dans votre bouche. On n'est pas des mendiants céréaliers. Si la Russie ne vous donne pas, si l'Ukraine ne vous donne pas, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de l'Afrique. Nous, on peut vivre sans les céréales ukrainiennes. Et nous connaissons les céréales avant les Ukrainiens. Nous cultivions les céréales avant les Ukrainiens. Enlevez notre nom. Arrêtez de vous moquer de nous. À bas la mendicité céréalière, mon cher Ben Sagou, l'homme de Las Vegas, l'homme du Texas. Ça donc, qu'ils arrêtent de manger leur piment dans notre bouche. Nous, on n'a rien demandé, on m'en dit rien. On ne m'en dit rien. On a des terres, on a des bras, on a des cerveaux et on a des semences. C'est quoi ça? Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. La lutte continue. One Africa, one nation, one people. Bonsoir à toutes et à tous. Excellente semaine. Merci. Merci infiniment. Motongando et toute la maison, je vous salue. En achetant reconditionné sur Back Market, vous avez 30